vous allez voir une approche riche et assez complexe à 5 niveaux. Je dois trouver ma présentation. Merci, c'est bon? Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici. Merci au comité organisateur de m'avoir invité. Et je dois quand même dire, j'ai beaucoup apprécié la journée d'hier. J'espère que vous aussi. Et j'espère que la journée d'aujourd'hui soit tout aussi intéressante pour vous. Donc, je vous présente aujourd'hui le modèle de prévention de l'utilisation des mesures de contrôle en psychiatrie et santé mentale. Pour commencer, peut-être quand même vous situer, vous parler un peu de moi. Des fois, ça permet de mieux comprendre les travaux qui découlent de nos aspirations, de ce qui est venu nous remettre en question. Peut-être quand même dire, j'ai l'équivalent au Québec d'une licence et d'un master en littérature de langue française. Donc j'ai déjà, je pense, on a une connexion à quelque part. À l'époque, j'avais fait mon master, le mémoire sur Richard Millet, qui est un écrivain du Limousin, et j'avais regardé en fait, il y avait plusieurs livres qui se passaient en Corrèze, sur le plateau des Mille Vaches, et j'avais utilisé les écrits de René Girard, La violence du sacré, la violence, la violence du la violence sacrée, en tout cas, la violence du sacré, pour regarder ces écrits-là. Donc, on voit que l'intérêt sur la violence, la communauté, la culture, va de quand même assez loin. Après changement, donc licence pour devenir infirmière clinicienne. Ensuite, dans ma pratique, en fait, avant d'être dans la pratique, j'avais eu l'occasion de faire un stage de recherche auprès de Caroline Larue sur l'isolement et la réduction, et la contention. Puis donc moi, c'est un parcours un peu à l'envers. Donc, j'ai touché à la recherche avant de toucher à la pratique. Et quand j'ai commencé à pratiquer et que j'ai vu ce qui était habituel pour l'isolement et la contention, ça m'a quand même assez choquée. Puis, je me suis dit, bon, je peux faire une différence, moi, par rapport à mon patient. Je peux avoir une approche la plus humaine possible, mais j'ai pas oui, on parle de leadership infirmier, mais j'ai pas nécessairement de contrôle sur ce que mes collègues vont faire. Donc, pour moi, la réponse à ce questionnement-là que j'avais, au questionnement éthique et qui était en conflit avec mes valeurs personnelles et professionnelles, la décision a été de retourner aux études supérieures pour questionner davantage l'utilisation des mesures de contrôle, donc isolement-contention. Donc, j'ai fait un doctorat en sciences infirmières. Donc, au Québec, on a cette chance d'avoir depuis très longtemps le doctorat en sciences infirmières sur le débriefing post-isolement. Par la suite, j'ai fait un post-doctorat à l'Université McGill en médico-légal sur ce que nous, on appelle l'autorisation judiciaire de soins, mais qui se réfère, je pense, pour vous, au programme de soins. Donc, un autre type de coercition. Une petite pause, je le mets en tout petit pour préserver un peu
pas de confidentialité, mais donc comme quoi que ça fait partie aussi de la trajectoire académique, recherche et la vie s'entremêlent. Et depuis 2018, je suis professeure adjointe à l'Université de Montréal, à la Faculté des sciences infirmières. Et j'ai eu la chance aussi d'appliquer pour ce qu'on appelle chercheur boursier junior 1, ce qui fait que j'enseigne un peu moins et je suis dégagée pour faire un peu plus de recherche. Donc, peut-être aussi en lien avec la présentation de Pascal et de d'autres présentateurs hier. Donc, il y a vraiment quand même un contexte très, très différent entre le Québec et la France pour toute la structure en lien avec la recherche infirmière. Mais je dois dire, par contre, que peut-être que chez nous, c'est plus délimité. Donc, des cliniciens, des infirmières, des infirmiers, des milieux hospitaliers ou de la pratique pourraient pas faire de demande de subvention. Donc, c'est vraiment spécifique au monde académique. Donc, il y a des bonnes choses, mais en même temps, peut-être que si nos infirmières, infirmiers de terrain avaient cette opportunité-là de faire des demandes, peut-être que ça serait aussi très significatif dans les projets qui seraient portés. Donc, je vous donne ici les définitions qu'on a au Québec parce qu'il y a quand même des petites différences. Donc, pour ce qui est de la contention, j'ai repris les définitions du ministère chez nous. Utilisation d'une force humaine, d'un moyen mécanique ou la privation d'un moyen pour pallier un handicap. Donc, ça implique la contention à la fois mécanique et physique. Pour l'isolement, on parle d'un confinement d'une personne dans un lieu pour un temps déterminé d'où elle ne peut sortir librement. Et je ne sais pas pourquoi chez nous, on parle de substances chimiques pour contention chimique. Il y avait peut-être encore un malaise à ce moment-là. Donc, limitation de la capacité d'action d'une personne en lui administrant un médicament. Donc, mais il y a des travaux qui ont été faits depuis pour préciser, justement, il y a une thèse en sciences infirmières qui a été faite pour proposer une définition opérationnelle de la contention chimique. Donc, on essaie d'avancer par rapport à ça. Contexte politique, donc comme un peu partout au Québec, les orientations ministérielles visent la réduction, voire l'élimination des mesures de contrôle. Au niveau international, il y a les normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants qui a stipulé qu'il s'agissait d'une mesure de sécurité n'ayant aucune justification thérapeutique. Donc, je pense que ça, c'est important de se le rappeler. Donc, à l'échelle internationale, il y a, c'est vraiment, vraiment difficile de se comparer parce que les indicateurs sont différents d'un milieu à l'autre, la façon de calculer est complètement différente. Donc, je sais, il y avait les travaux de couple de filles, entre autres chez vous. C'est vraiment intéressant. Donc, d'après ma compréhension, vous avez un registre maintenant qui est finalement national. Donc, j'avais noté 37% des personnes hospitalisées sans leur consentement ici vont faire l'objet d'une mesure de contrôle. Par contre, au Québec, on ne distingue pas l'hospitalisation avec ou sans consentement. Déjà, donc, on voit déjà qu'il y a une immense différence dans la façon de penser, dans la façon de le calculer. Donc, il ne faut vraiment pas, par exemple, 37% peut sembler élevé, mais dans les statistiques qu'on a, par exemple, au Québec, on n'inclut même pas la contention chimique, on n'inclut pas, donc il y a plein de milieux qui ne sont pas inclus. Donc, il faut vraiment se détacher un peu des fois le quantitatif a bonne presse, mais aussi faut comprendre ce qui entoure ces statistiques-là. Donc, il y a une étude, une revue systématique qui vient juste de sortir de Bellany, un chercheur australien qui a fait la moyenne internationale où donc là, il faut prendre ça un peu avec des pincettes, avec un peu de recul. Donc, une moyenne à l'international de 15,8% isolement, contention 14,4%, contention chimique où c'est calculé, parce que c'est vraiment pas partout que c'est calculé, 25,6%. Donc, ça donne aussi ça montre qu'il y a du chemin à faire quand c'est supposé d'être une mesure de dernier recours, puis qu'il y a plus qu'une personne sur 10 qui fait l'objet d'une mesure de contrôle dans son hospitalisation en santé mentale. Je pense que même si souvent comme intervenant on dit « mais j'ai fait ce que je pouvais », ça montre qu'il y a du chemin à faire. Aussi, j'ai regardé
par rapport à la pandémie, on s'est questionné par rapport aux pratiques de l'isolement et la contention. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait il y a eu une augmentation de 200% des mises en isolement et contention. Puis là, j'ai vraiment validé avec les cadres de l'hôpital. Puis donc, on parlait pas d'isolement, de prévention par rapport au COVID. C'était vraiment l'isolement contention habituel, mais on voit encore une fois que c'est très, très fragile aussitôt qu'il y a une situation particulière. Donc, c'est comme si c'est le droit des personnes qui est tout de suite entravé au détriment pour penser le bien commun, mais je pense qu'on a besoin d'un équilibre. L'impasse de Genève. En fait, la Convention relative aux droits des personnes handicapées stipule qu'il y a le besoin de protéger, promouvoir, respecter les droits humains en réponse aux problématiques de santé mentale et d'éviter tout préjudice lié aux soins. Donc, c'est le préjudice lié aux soins où je vais apporter votre attention ici. L'impasse de Genève, en fait, c'est qu'il y a, même au niveau des scientifiques, il n'y a pas de consensus. Est-ce que l'isolement contention devrait être une pratique abolie ou est-ce que ça devrait être seulement réduit aux situations exceptionnelles? Encore une fois, où on voit que les mesures de contrôle ne sont pas du tout utilisées, on se rend compte qu'il y a davantage de judiciarisation, qu'on fait davantage appel aux policiers. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de coercition qui se met en place? Donc, c'est toujours un questionnement qu'on doit avoir. Les conséquences négatives de l'isolement et de la contention sont largement recensées, tant au niveau d'études qualitatives que quantitatives. Donc, on parle de blessures, sentiments de honte, d'injustice, peur, tristesse, impuissance, l'exacerbation de symptômes post-traumatiques, aussi des symptômes psychotiques, réduction de l'alliance thérapeutique pour les infirmières et infirmiers, c'est important, stigmatisation. Pour les intervenants, pour les soignants, donc on voit beaucoup de blessures lors de la mise en isolement ou sous contention. On nous parle également de sentiments de honte, de détresse, soit de réagir avec une peur généralisée ou avec une hypervigilance avec un seul patient. Ça entraîne un questionnement éthique aussi parce que personne étudie personne devient infirmière, infirmier pour mettre en isolement, pour mettre sous contention. Donc, diminution évidemment de la satisfaction au travail. Aussi, il y a des coûts, des fois, au niveau des cadres, pour amener des changements, ça peut être un argument. Donc, il y a une revue qui a été faite en Espagne où on avait identifié que ça coûtait à peu près 30 000 € par service, par année. Donc, tout ce qui était la gestion en lien avec les incidents de violence et la coercition. Donc, j'ai aussi, dans mon cheminement, écrit sur ça, aller voir est-ce que ce qu'on voit dans la littérature s'applique aussi au Québec. On a rencontré beaucoup de patients, beaucoup d'infirmières, infirmiers. On a regardé aussi le profil type des personnes qui étaient sous isolement ou sous contention. Donc, on arrive à un moment où les effets néfastes sont largement recensés, qu'il y a une volonté de diminuer les mesures de contrôle. Beaucoup de facteurs vont influencer aussi l'utilisation des mesures de contrôle. Donc, on sait que quand on regarde les écrits, c'est moins les caractéristiques de la personne qui est devant nous qui va être prédictif de l'utilisation de l'isolement, de la contention, que les caractéristiques propres à l'équipe, à l'environnement. Donc ça fait poser beaucoup de questions parce qu'il me semble que ça devrait être les caractéristiques de la personne. Donc ça exige nécessairement une réponse complexe. On peut pas venir avec une baguette magique, dire on fait une intervention et c'est réglé. Donc une première question que je me suis posée était quelle est l'efficacité des programmes de moindre recours aux mesures de contrôle? Donc, en 2017, on a fait une revue systématique des programmes, donc aussitôt qu'il y avait plus d'une intervention dans les écrits. Puis, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une grande variété de résultats. Donc, il y en a qui étaient très efficaces, d'autres moins. Mais de façon générale, vraiment, aussitôt qu'on met les efforts pour réduire les mesures de contrôle, on voit une réduction.
et pour les études où il y avait cet indicateur, sans affecter la sécurité des intervenants, des soignants. Parce que c'est vraiment un argument que j'ai quand je vais dans les services. Mais si on réduit l'isolement-contention, c'est ma sécurité que je mets en péril. Par contre, quand on voit qu'il y a une réduction de l'isolement-contention, il y a au pire pas d'augmentation des agressions et au mieux, il y a même une diminution aussi concomitante des agressions. Donc, c'est vraiment on est vraiment plus du côté du cercle vertueux où, donc, bref, c'est un argument où je pense qu'on peut reprendre la recherche pour essayer de convaincre pour diminuer. Et là, je continue un peu dans ma réflexion, puis je me dis, mais comment je pourrais structurer ma pensée? Maintenant, donc en 2018, je suis jeune professeure, donc j'essaie de penser à ma programmation de recherche, comment je vais me structurer. Donc, du côté métaux, donc j'avais déjà une approche qui était du côté une approche très participative. Donc, dans les projets, il y a toujours des patients partenaires, des proches quand c'est possible, beaucoup de partenariats avec les soignants, avec les cadres. Mais là, du côté de la plus théorique, où on en est. Donc, j'ai développé ce dont j'avais besoin. Donc, le modèle de prévention de l'utilisation des mesures de contrôle en santé mentale, une revue intégrative, qui a été publiée en 2022 dans la revue Santé mentale au Québec. Et là, cette année, j'ai eu l'invitation pour reprendre ce modèle-là pour le publier dans le dernier numéro tout chaud de santé mentale. Puis là, je me dis, mais là, je peux pas réécrire exactement ce que j'ai fait. Donc, on a mis à jour la recension qu'on avait faite jusqu'en 2020. Donc, le but était de proposer un modèle de prévention de l'utilisation de mesures de contrôle en santé mentale par le biais d'une revue intégrative. Donc, il y a plusieurs méthodes de synthèse des connaissances, mais celle-ci a pour spécificité d'amener à un cadre théorique qui permet la synthèse des écrits qui ont été consultés. Donc, je vous épargne tous les détails de la métho, mais c'est ça. Donc, les écrits de 2010 à 2020, mis à jour jusqu'en février 2024, qui inclut à la fois psychiatrie générale et médico-légale, pas du côté des pédos ni de la gériatrie, et évalué par les pairs. Puis là, j'ai des collègues français qui m'ont écrit, mais là, il y a plein de choses qui se font en France, mais qui ressortent pas dans ta revue. Et là, c'est les limites, quand même, là, chaque devis a ses limites. Donc, dans les critères qu'on avait, donc, je pense que le fait que ça soit évalué par les pairs, il y a plusieurs choses qui sont faites, qui peuvent être publiées, mais qui ne rentrent pas nécessairement dans les critères, malheureusement. Donc, au départ, 133 articles, et maintenant, c'est sur plus de 160 articles qui parlaient d'interventions visant la réduction des mesures de contrôle qu'on a bâti le cadre théorique. Et je veux nommer, hier, Dave parlait beaucoup de ses étudiants en doctorat, puis pour moi, ici, Clara Lessard-Deschênes m'a vraiment beaucoup aidé dans ce travail. Donc ici, le modèle de prévention, je l'ai, dans le fond, une fois que j'avais tous mes articles, pour structurer la pensée, j'ai utilisé le modèle écologique, donc où l'idée, c'est qu'il y a différents systèmes qui sont toujours en interaction et qui s'influencent les uns des autres. Donc, dans les prochaines diapos, je vais revenir sur chacun des systèmes de façon plus précise, mais l'idée, c'est que au centre du modèle, il y a la personne à risque de mesures de contrôle qui constitue l'ontosystème, qui est en interaction constante dans un environnement avec des soignants. Et cet environnement-là, l'équipe est influencée par la culture du service.
qui est lui-même influencé, qui est elle-même influencée par l'organisation, par les politiques gouvernementales, et tout en bas, vous voyez la flèche aussi, le chronosystème, qui est l'évolution historique des discours. Donc, ce qui était acceptable il y a 20, 30 ans ne l'est plus nécessairement aujourd'hui. Donc, on s'ajuste par rapport à ça, il y a toujours une interaction. Donc, on part dans le voyage de chacun de ces systèmes. Donc, par rapport à la personne, les interventions qu'on a vues étaient beaucoup liées à la trajectoire de vie, de soins de la personne, de revenir à ses stratégies adaptatives, de revoir par rapport à la personne la présence ou l'absence de facteurs de risque. Donc, on sait que tout ce qui est facteur de risque pour la violence, donc antécédent de violence, abus de substances, comportement violent, évidemment, c'est très, très proche des facteurs de risque pour l'isolement, contention aussi. En lien avec la personne, en fait, ce qu'il faut se souvenir, c'est l'importance d'une participation active. Hier, on a parlé du plan de crise conjoint. C'est vraiment une façon, des fois, on a eu des discussions plus tôt cette semaine sur le rétablissement. Qu'est-ce que le rétablissement et comment ça s'est actualisé dans la pratique? Donc, c'est comme si ça restait un beau discours, mais comment on a une pratique qui s'actualise avec le rétablissement? Bien, c'est avec des outils du type du plan de crise conjoint où le plan est pour la personne et pas pour l'intervenant et on est en soutien à la personne. Est-ce que sur le service, il y a des ateliers animés par et pour des patients? Est-ce qu'il y a des pairs aidants dans l'équipe? Donc, toute façon où on arrive à mettre de l'avant la voix de la personne va être favorable à une diminution du recours aux mesures de contrôle. Il y a aussi donc une implication des soins reçus, mais jusqu'à l'organisation des soins. Est-ce que dans les différents comités de l'hôpital, est-ce qu'il y a des patients partenaires, par exemple, dans un comité de prévention de la violence, comité isolement-contention, est-ce qu'il y a des patients partenaires? Parce qu'à ce moment-là, on change complètement notre vocabulaire en tant qu'intervenant et ça oriente et ça nous permet vraiment de s'orienter vers les objectifs des personnes et non les objectifs des intervenants. Donc, on continue avec le microsystème, plus spécifiquement par rapport aux intervenants. C'est un peu une évidence, mais toute approche qui va miser sur la relation thérapeutique, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça va permettre de potentialiser les effets des autres interventions et aussi, surtout, de diminuer la coercition perçue. Parce que c'est pas... donc, la coercition perçue n'est pas directement liée à l'isolement-contention. Donc, il y a beaucoup, dans les statistiques, il y a beaucoup de personnes qui sont en hospitalisation volontaire, qui n'ont pas subi d'isolement, pas subi de contention, et par contre, ils ont quand même l'impression de subir de la coercition lors de leur hospitalisation. Donc, faut quand même le nommer. Aussi, tout ce qui est outils d'évaluation du risque. Donc, dans les écrits, on voit que quand on utilise une échelle d'évaluation du risque en soutien au jugement clinique, donc ici, ça veut dire que c'est pas juste une échelle, oui, non, la personne est à risque ou non, mais donc, oui, c'est un indicateur, mais qu'est-ce qu'on en fait après comme intervenant? Donc, ça va être plus prédictif que seulement le jugement clinique de la personne. Donc, je reviens encore, plan de sécurité, plan de crise conjoint, parce que souvent, dans les plans de crise conjoint, on va aussi identifier des interventions qui sont... donc, quelles sont les préférences d'intervention de la personne. Donc, comme intervenant, on peut vraiment s'ajuster comme ça. Moi, quand ça va pas... mettez-moi pas dans un coin, là. Dites-moi pas d'aller à ma chambre, ça va me fâcher encore plus. Donc, chaque personne... ce que j'ai entendu des fois, là, ils me disent de mettre de la musique douce. La musique douce, la musique classique, là, moi, ça me stresse. Donc, est-ce qu'on peut s'ajuster aux besoins de la personne et que ça soit discuté le plus possible en amont de la crise? Médication aussi, mais là c'est plus c'est pas en termes de médication aux besoins, mais vraiment dès le début de l'hospitalisation, est-ce qu'il y a une collaboration étroite avec les pharmaciens? Donc quand on voyait qu'il y avait une collaboration étroite, souvent on a vu une diminution des mesures de contrôle par la suite.
techniques de désescalade, pacification, tout ce qui est... donc là, je sais qu'ici, en France, vous avez beaucoup d'équipes formatrices pour la prévention de la crise. Donc ça, c'est vraiment rapporté dans les écrits que ça va aider pour la prévention, pour le moindre recours. Et aussi le retour post-isolement ou le debriefing. En fait, ici... je vais y revenir plus tard. Donc, l'idée, c'est, une fois que c'est terminé, est-ce qu'on en reparle avec la personne? Puis c'est étonnant à quel point on n'en reparle pas avec la personne. Je vous mets ici quelques exemples sur lesquels on a plus travaillé. Donc, une échelle d'évaluation du risque. Spécifiquement pour les infirmières, les infirmiers, donc qui permet de prédire les agressions dans un intervalle de 24 heures. Ici, il y a 7 comportements qui vont être cotés, présents, absents. Puis, donc là, l'idée, c'est, oui, on va évaluer le risque, mais s'il y a un risque, ben, on espère qu'il va y avoir des interventions préventives qui vont être mises en œuvre. Donc, c'est pas une évaluation du risque en soi qui va être préventive, mais le fait qu'on va en faire quelque chose. Donc ici, on avait adapté en français une échelle qui est en anglais. Ici, c'était l'objet de ma thèse de doctorat. Avec l'équipe traitante, on a développé, et un patient partenaire, on a développé, implanté, évalué le retour post-isolement, donc un debriefing. Donc un retour qui avait deux volets, un vraiment avec le patient et un en équipe. Donc, ceux qui sont plus familiers avec le modèle d'Oxshorn Six Core Strategies, c'est vraiment dans cet esprit-là. Donc, avec le patient, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir la discussion. Et là, dans les entretiens qualitatifs, souvent, on nous disait « Ben oui, j'en ai reparlé, là, j'ai dit, tu vois, aujourd'hui, tu vas mieux, t'es pas en isolement. » Est-ce que la personne a vraiment voix au chapitre quand c'est amené de cette façon-là? L'idée, c'est d'avoir une excuse pour ouvrir la discussion, comment la personne s'est sentie. Puis là, ça peut être une vraie interaction, comment on s'est senti comme intervenant aussi, expliquer peut-être pourquoi, mais vraiment, l'idée, c'est d'entendre le point de vue de la personne. L'idée, c'est de le faire assez rapidement, aussitôt qu'on sent qu'on est capable d'avoir une discussion avec la personne. C'est pas tous les patients qui veulent en parler, mais c'est de leur offrir cette possibilité-là. Puis, ce qu'on nous a été dit aussi, c'est que surtout pour les nouveaux infirmiers, nouvellement diplômés, mais on aimait avoir une structure dans cette discussion-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir une discussion, de parler des déclencheurs, les sentiments, les éléments qui ont été perçus comme difficiles, est-ce qu'il y a des éléments qui ont été perçus comme aidants? Le patient partenaire a aussi nommé l'importance de discuter de la perception de la dignité, de la reprise du rythme là, au Québec, on dit l'unité, mais là, je comprends qu'ici, on dit sur le service. Comment l'équipe traitante pourrait faire autrement advenant une même situation et comment la personne en tant que telle pourrait faire autrement. Donc, on est vraiment dans un type de pratique réflexive. Et c'est un peu la même façon de procéder, mais pour le retour en équipe. Idéalement, dans les écrits, on dit que le patient devrait faire partie du retour en équipe aussi, mais je pense que ça dépend beaucoup des équipes. Où est-ce que j'étais, il y avait vraiment pas cette ouverture-là. Donc, je pense qu'on voulait en parler entre nous, d'abord d'avoir un peu plus cet espace sécuritaire avant d'ouvrir la discussion de façon plus large. Et là, l'idée, c'est pas de trouver qui est responsable qui a pris cette décision-là, c'est vraiment de le voir de façon collective, comment on peut faire pour s'améliorer. Et donc, pour la même personne, pour pas que ça arrive de nouveau, mais aussi de façon générale dans l'équipe. Et ici aussi, idéalement, c'est interdisciplinaire. Mais dans l'équipe où j'ai fait le projet, il y avait des enjeux et ça avait été décidé que c'était entre infirmières et infirmiers, mais vraiment, de façon optimale, ça serait interdisciplinaire.
J'ai fait une évaluation qualitative, donc là, je vous présenterai pas tous les verbatim, mais quand même avoir en tête que juste le fait d'avoir ces discussions-là, 6 mois avant l'implantation de l'intervention et 6 mois après, on a vu une réduction significative de la fréquence et de la durée des isolements. Contention moins, mais c'est que c'était moins utilisé dans ce service. Donc, je continue par rapport au milieu de soins. En fait, il y a plusieurs études qui discutent que ça serait une des dimensions qui a l'effet le plus évident dans la réduction des mesures de contrôle. Donc, tous les changements environnementaux. Donc, est-ce que l'ajout d'activités, est-ce qu'il y a des activités significatives qui sont proposées? Est-ce qu'il y a une diminution des stimuli? Par exemple, est-ce que pour appeler une personne, est-ce qu'on l'appelle au micro ou on prend la peine d'aller la voir? Est-ce qu'il y a des chambres individuelles? Est-ce que de quoi a l'air l'environnement? Donc, je pense que vous avez une bonne idée de ce qui est un environnement plus chaleureux, plus accueillant. Changement structurel, donc est-ce que sur un babillard, est-ce qu'il y aurait un horaire des activités disponibles, même des équipes où il y avait une présentation des membres de l'équipe, donc tout ce qui fait que l'environnement va favoriser les relations. Aussi, il y a plusieurs études qui vont du côté des approches de modulation sensorielle, donc par rapport aux salles d'apaisement. Donc, certaines salles d'isolement sont transformées en salles d'apaisement. Aussi en lien avec la musique, des couvertures lestées. Donc, puis ça aussi, j'ai vu qu'il y avait plusieurs initiatives ici où j'ai vu une espèce de coussin où il y avait la musique intégrée. Donc, il y a vraiment plein de belles initiatives. Puis, je pense que ça donne aussi le message aux patients qu'on s'intéresse à eux. Donc, oui, je pense qu'il y a un effet en tant que tel, mais quand l'environnement est accueillant, c'est aussi le fait que l'environnement est là pour les soutenir et pas pour être du côté asilaire. Donc, je vous mets une photo d'une salle d'apaisement qu'on avait développée déjà il y a une dizaine d'années et où c'était les patients du service qui avaient décidé de quel de la décoration en fait. Donc, tout ce qu'on est capable de faire en partenariat, on va le faire. Ici aussi, en psychiatrie légale, donc la salle qui ont nommé l'alternative, où c'est une place où la personne peut aller se défouler. Donc, certaines personnes ont besoin de se calmer, certaines personnes ont besoin de se défouler. Donc, est-ce qu'on peut avoir un environnement qui rend possible de répondre aux différents besoins? Par rapport à la salle d'apaisement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une réduction de l'anxiété. Donc, de façon générale, donc une façon facile de mesurer la diminution de l'anxiété était de mesurer le pouls avant et après. Donc, on a vu que dans 20... donc, c'était une petite étude là, non subventionnée. Donc, des fois, quand c'est non subventionné, on a des échantillons plus petits, où il y avait 20 personnes, où il y avait une diminution du pouls, 9 personnes, il n'y avait pas de diminution, et 3 personnes, où il y avait une augmentation. Donc là, aussi, on voit que tout ne repose pas sur l'environnement non plus. Le mésosystème maintenant, par rapport à la culture de l'unité, donc du service. Ici, moi, c'est vraiment un grand questionnement que j'ai. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, on parle de paternalisme, d'approche de rétablissement. Est-ce qu'il y a vraiment une unité qui va être seulement paternaliste? Je pense pas dans les faits. Je pense que cette dichotomie-là n'existe plus, mais par contre, au sein d'un même service, il y a des personnes où leur approche relève un peu plus d'une approche paternaliste où là, c'est je connais ce qui est bon pour toi, donc voici ce que tu dois faire, tandis que d'autres sont beaucoup plus dans le partenariat. Puis, ça crée des conflits, des fois, à l'intérieur de l'équipe, des conflits qui sont des fois larvés, qui sont pas nécessairement nommés. Et c'est là que le retour le débriefing en équipe peut être une bonne occasion d'ouvrir la discussion
Mais donc, il y a souvent ces enjeux-là. Donc, si je veux être acceptée de l'équipe, je dois faire comme l'équipe. Donc, si c'est une équipe qui utilise beaucoup l'isolement contention, ben là, un membre, là j'ai juste préposé au bénéficiaire, mais là donc j'ai pas les mêmes termes, mais une personne donc qui est non infirmière dit ben là cette personne-là devrait être isolée. Ben non, c'est le leadership infirmier, c'est de dire ben moi je connais c'est quoi la loi, je connais c'est quoi la bonne application. C'est pas parce que tout le monde va l'isoler dans ce contexte-là que je crois qu'on doit l'isoler. Mais c'est pas facile d'aller à l'encontre des pratiques de l'équipe. Et la question derrière ça, c'est comment on change la culture de l'équipe. L'exosystème, les initiatives organisationnelles. En fait, une composante qui est présente dans tous les programmes, tous les modèles, c'est le leadership. S'il n'y a pas de leadership organisationnel, il n'y aura pas de changement. Donc, si c'est seulement une personne qui dit moi, je veux une pratique je favorise vraiment une pratique de moindre recours, il se passera rien au niveau de l'ensemble de la pratique. Donc ça passe par des changements de politique interne, protocole. Je sais ici, il y a eu des grands changements au niveau législatif. Donc c'est des choses qui ont un impact. Est-ce qu'on fait un suivi des statistiques? Donc, dans certaines équipes, on va même présenter les statistiques à l'équipe, faire un suivi mois après mois. C'est pas dans l'idée de se faire taper sur les doigts si jamais il y a une augmentation. Des fois, ça peut être facilement explicable, mais ça peut être une façon de se motiver quand même. Formation du personnel aussi, c'est vraiment central, en lien avec la gestion de la violence, gestion de la crise, d'avoir une pratique réflexive et évidemment les techniques d'application des mesures de contrôle. Par rapport à l'organisation des soins, ce qui est nommé dans les écrits, il y a des équipes de crise. Chez nous, on les appelle souvent les équipes du code blanc. Donc, avant, c'était des équipes qui étaient appelées quand il y avait une problématique et il y avait systématiquement un isolement ou une contention. Et maintenant, on est vraiment plus dans une approche relationnelle, donc les choses changent. On parle de jumelage d'intervenants aussi. Donc, est-ce qu'un intervenant expérimenté pourrait être jumelé à un qui l'est moins? La présentation d'hier, je pense, était très, très éclairante sur les différences. Là, j'ai oublié les termes, mais c'était donc vous avez bien en tête la présentation de Géraldine d'hier. Donc, où il y a des approches. On voyait que c'était aussi en lien avec le milieu hospitalier, mais même à l'intérieur de ça, je pense qu'il y a des nuances. Politique des portes ouvertes. Donc, certains services ont les portes déverrouillées, d'autres non. Ben, ça participe encore à l'impression de coercition des patients. Je vais aller un peu plus rapidement pour les prochaines. Le temps commence à filer. J'ai vu dans les affiches qu'il y avait des présentations sur le Six Core Strategies de Hochschild. Qui proposait, une Américaine qui proposait 6 composants dans les programmes, leadership, de s'appuyer sur les données, s'appuyer sur la formation, d'avoir des outils de prévention comme l'évaluation du risque, d'avoir l'implication des patients et le débriefing. Donc, on voit que c'est des choses qui ont été beaucoup reprises par la suite. Et aussi le modèle Safeguards du côté du Royaume-Uni, où c'est un modèle qui vise la réduction des conflits. Puis là, je vous laisserai, vous aurez accès à la présentation. C'est écrit un peu petit. Puis l'idée, c'est à partir des différents domaines qu'on peut viser. Souvent, il y a 10 interventions qui sont plus implantées et ces interventions-là ont été aussi prouvées comme diminuant les mesures de contrôle. Par rapport au macrosystème, donc je l'ai abordé rapidement tout à l'heure. Donc les politiques, les exigences ministérielles influencent la pratique, mais il doit y avoir aussi un financement qui vienne avec ça. Les mesures de contrôle doivent être utilisées aussi comme un indicateur
Donc, ça, c'est des pratiques qu'on voit qui vont diminuer le recours aux mesures de contrôle. Par contre, il faut vraiment ici mettre les choses en relation et s'assurer que parce qu'on demande un recours moindre aux mesures de contrôle, on ne met pas toute la pression sur les intervenants. Donc, la responsabilité, je suis allée rapidement dans la présentation du modèle, mais il y avait sécurité pour tous aussi et une responsabilité partagée. Et cette responsabilité partagée, là, je pense qu'elle est vraiment très, très importante. Et et souvent, comme infirmière, infirmier, on est les plus proches de la personne, donc on est donc on est vraiment plus proche de l'application de ces mesures-là. Par contre, ça découle souvent d'une multitude de facteurs. Il faut s'attaquer à ces facteurs-là. Résistance au changement. Ce qu'on voit, et en s'appuyant surtout du côté de la sociologie, c'est que le changement est seulement possible lorsque la personne se sent en sécurité. Donc, quand je vais dans les services, je peux pas dire que je m'intéresse au moindre recours au Québec, parce que tout de suite, on me dit, mais ma sécurité. Si on diminue l'isolement contention, c'est ma sécurité qui est en jeu. Et c'est là que je vous invite à revenir au début de ma présentation, où quand on diminue l'isolement contention, il n'y a pas d'augmentation des agressions. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut remettre en perspective. Donc, mais il faut vraiment adresser le fait que si la sécurité ontologique de la personne est pas assurée, il n'y aura pas de motivation au changement. Et dans la littérature, il y a quand même quelques pistes à cet effet-là. Donc, de l'ordre premièrement, de déconstruire 3 mythes. Joy Duxbury, qui est une chercheure en sciences infirmières au Royaume-Uni, a reçu un prix et dans son élocution a identifié 3 mythes à déconstruire qui me suivent, moi, dans ma pratique de chercheur. Le fait de déconstruire le fait que l'isolement contention est une intervention clinique. Non, c'est une mesure de sécurité. Que c'est seulement utilisé en dernier recours. Quand on regarde les statistiques, est-ce que c'est vraiment seulement dernier recours? Ça porte à se questionner. Et qu'elles maintiennent les personnes en sécurité quand on voit toutes les conséquences, tous les traumatismes que ça l'engendre. Je pense qu'aussi, il faut remettre cet argument-là en perspective. Et pour s'y attaquer, donc des stratégies éducatives, regarder du côté des croyances, attitudes, comportements, aller du côté de la pratique réflexive, c'est vraiment des avenues qui sont privilégiées dans la littérature. Donc, c'était le modèle, mais j'avais quand même le goût là, j'ai 3 minutes? 3 minutes et demie. Merci. Donc, quand même, d'ouvrir un petit peu, puis... Donc, ce modèle-là a un peu posé la façon de voir et toutes les possibilités. Donc, c'est comme si à chaque système, on pouvait y travailler, mais je pense que j'aurais pas assez d'une vie de chercheur pour toucher à tous ces systèmes-là. Donc, dans ma programmation de recherche, donc la façon que je le conçois, il y a déjà une première étape qui est d'établir le portrait de la situation et de développer des indicateurs. Donc, est-ce que quand on fait un changement sur un service, est-ce que l'indicateur, c'est nécessairement l'isolement, la contention, ou est-ce qu'il n'y aurait pas des indicateurs qui seraient plus proximaux, comme la perception du climat de prévention de la violence, qui est une échelle qui peut être à la fois complétée par les intervenants, mais aussi par les patients. Donc, on peut avoir un indicateur sur un service d'année en année pour voir est-ce qu'il y a un changement dans la perception du climat de prévention de la violence. Aussi, j'ai un gros projet subventionné présentement où on va regarder dans 8 hôpitaux du Québec, dans le fond, dans 3 services, dans 8 hôpitaux et dans chacun des hôpitaux, dans 3 services, est-ce qu'il y a des caractéristiques par rapport à l'environnement? C'est comme, on le sent quand on arrive sur une unité,
quand il y a des unités qui sont plus chaleureuses, quand il y a des unités où on est plus dans la collaboration. Mais comment on peut un peu documenter ça? C'est un peu mon questionnement. Donc, on va regarder l'environnement thérapeutique. Donc, j'ai des assistants de recherche qui regardent les interactions. Est-ce que les infirmières sont seulement entre elles? Est-ce qu'elles vont vers les patients? Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités? Est-ce que chaque patient est dans son coin? Donc, de regarder un peu tout ça, puis le lien avec l'isolement, contention et les agressions, mais aussi d'aller faire des focus group auprès des patients, intervenants, cadres, pour essayer de comprendre la pratique. Et dans un deuxième axe, vraiment de s'attarder à la prévention. Et là, vous avez vu tous les systèmes auxquels je peux m'attaquer. J'ai eu le bonheur, il y a quelques années, d'entendre Pascal à Bordeaux sur le plan de crise conjoint. Puis c'est vraiment dans les écrits aussi une chose qui ressort dans la façon d'anticiper la crise. Donc j'ai adapté le plan crise conjoint au Québec. Donc, de continuer en lien avec tout ce qui est débriefing. Et là, bon, je vais sauter cette diapo. Est-ce que je la saute? Donc là, puis c'est que quand on s'intéresse à la prévention de la coercition, c'est comme si après ça, on se rend compte à quel point ça se restreint pas à l'intérieur des murs de l'hôpital. Donc, si on veut diminuer la coercition, ben finalement, il faut s'intéresser à toute la trajectoire de soins de la personne, de vie, sa trajectoire de coercition. Est-ce qu'elle a été amenée à l'hôpital contre son gré par des policiers? Et c'est là que j'ai été impliquée dans un projet où il y a des équipes mixtes, psychosociales et policières. Et donc là, je vais évaluer ces équipes-là. Et je termine, j'ai 3 diapos que je termine avec ça par rapport au projet de mes étudiants parce que c'est tellement inspirant, ça montre un peu où est-ce le chemin où on doit aller. Donc, Clara Lessard-Deschênes qui s'intéresse à la coercition perçue, j'en ai parlé tout à l'heure, avec une perspective en s'intéressant avec la justice procédurale. Donc, l'idée, c'est qu'on se rend compte que si il y a une certaine justice procédurale dans la façon de faire, la perception de coercion est diminuée par les patients, même s'il y a de la coercition formelle qui est appliquée. Vincent Billet, que certains d'entre vous connaissez sans doute, fait son doctorat avec moi. Il s'intéresse pour lui à la coercion informelle. Puis derrière son questionnement, il y a si on diminue la coercion formelle, est-ce qu'il n'y a pas une augmentation de la coercion informelle comme du style mais si tu prends pas ta médication, tu n'auras pas ton congé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une augmentation de ça? Et Sophie Sergerie, je pense que tu m'as bloqué pour me dire que c'est à la fin. Et là, vous me voyez venir avec j'ai parlé de la culture et comment on s'intéresse à changer la culture avec toute la science de la mise en œuvre. Donc, j'ai une étudiante aussi qui va s'intéresser de cette perspective. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Marie-Hélène. On ouvre sans transition l'espace de questions, de commentaires. Donc, la parole est à vous. Il y a déjà une parole là-bas. C'est pas Tristan, normalement, mais je peux vous dire. J'attends, je vais emmener ton micro. Il est tout à toi, le micro, Maïs. Bonjour, Maïlis Geoffry, je suis infirmière en pratique avancée. J'ai travaillé, grâce à vos écrits, et on se posait la question par rapport au débriefing en post-isolement. Vous dites que c'est la personne qui a suivi le soin qui doit le faire. Est-ce que ça rentre pas après dans la justification de la mesure? C'est une question qui a été beaucoup posée lors du projet, absolument.
Ce qu'on a statué à ce moment-là, c'est que des fois, la personne va développer un meilleur lien de confiance avec une autre personne que son intervenant, son attitré, donc son infirmière attitrée. Puis des fois, c'est pas nécessairement une infirmière non plus. Des fois, c'est un autre membre du personnel. Donc l'idée, c'est est-ce que la personne pense que c'est la mieux placée, puis, ou sinon est-ce qu'on a pu identifier qu'il y avait un très bon lien avec quelqu'un d'autre. Puis donc s'il y a un bon lien avec une autre personne de l'équipe, ça serait favorable que ce soit cette personne-là. En lien avec cette question-là, je présentais sur le retour post-isolement, le débriefing, puis donc là, je l'ai pas fait aujourd'hui, mais souvent, j'aime beaucoup présenter en concomitance avec un patient partenaire qui a un témoignage, parce que c'est ça dont les gens se souviennent. Et il y avait un cadre qui a dit, ben là, le retour post-isolement, là, on entendait le témoignage. Est-ce que ça pourrait pas être un père aidant qui puisse faire le debriefing? Je comprends bien que c'est pas toutes les organisations qui ont des pères aidants, mais je pense que ça l'ouvre la possibilité. Puis, ça a été notre étude suivante. Et c'était non seulement en psychiatrie, mais c'était aux soins intensifs psychiatriques. Donc, vraiment une équipe avec des cas très, très, très complexes. Et ça a été apprécié tant des patients que de l'équipe qui a eu l'impression d'avoir accès un peu plus à la pensée des personnes, parce que l'hypothèse derrière le fait, ou le postulat derrière le fait de proposer un père aidant, c'est qu'on diminue les enjeux de pouvoir. Donc, s'il y a moins d'enjeux de pouvoir, la personne va se sentir plus à l'aise de s'exprimer. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça peut être la personne qui est responsable du patient, mais faut être ouvert à ce qui est le mieux à la personne. Nous avons une question ici à gauche. Ah, pardon, ok, très bien. C'est Dominique Friard, retraité. Non, enfin, ouais. Je travaillais 30 ans sur cette histoire d'isolement. Je suis même allé au Canada, de Douglas Hospital, où j'ai vu l'Argentino Suit, et où on a réussi à déclencher un scandale entre anglophones et francophones. Je me souviens de la définition, et ce qui m'a troublé, c'est que la définition de l'isolement, c'est quelque chose qui s'impose à une personne. La définition de la contention chimique, ça s'impose à une personne. Dans la définition de la contention, il n'y a pas la notion de personne, c'est relié à l'état de handicap. Donc c'est la définition officielle, vous disiez, hein? Oui. C'est troublant que la notion de personne disparaisse de la définition de la contention. Comme si, en étant contenu, attaché, la personne perdait son statut, enfin la personne l'attachée perdait son statut de personne. Et je me disais, est-ce qu'avec une définition comme ça, il n'y a pas quelque chose d'inductif dans l'utilisation qu'on peut faire? Et puis, par rapport à l'état de handicap, est-ce que quelqu'un a besoin, avec tous les guillemets que vous voulez, n'hésitez pas à en rajouter, si quelqu'un a besoin de contention, est-ce que c'est une histoire de handicap? Parce que dans ce cas-là, c'est une histoire sociale. Est-ce que ça renvoie pas plutôt à la notion de déficience? Mais qu'est-ce qu'on fait de la notion de violence? Parce qu'au fond, là, on essentialise la violence en parlant de handicap. Or, si on dit que c'est un état d'agitation, d'hétéroagressivité, si on décrit précisément, on a des chances d'arriver, parce qu'on a un regard clinique, mais la définition ne permet pas de renvoyer un regard clinique. La réflexion est vraiment très intéressante. Puis là, il y a un enjeu aussi, c'est que c'est une définition qui s'applique dans tous les milieux de soins. Donc aussi du côté somatique. Donc par exemple, une personne qui s'arracherait son tube. Donc il faut que ça soit une définition qui s'applique aussi pour ça. Donc là, c'est là. Mais j'entends bien la notion que la personne disparaisse. La définition fait aucun sens. J'en conviens. Mais par rapport à la violence, d'être plus spécifique dans une définition, ce qu'on voit, c'est que ça serait plus applicable pour
tout l'isolement contention. Donc, il y aurait comme surtout pour la contention, en fait. Donc, il y aurait comme 2 poids, 2 mesures. Donc, est-ce que ça serait logique qu'il y ait 2 définitions selon les milieux de soins? C'est un peu le questionnement derrière ça. Il y avait un cadre qui avait fait un super boulot, qui s'appelle Christian Ribach, il y a une trentaine d'années, et il définissait les situations où on est amené à contenir quelqu'un ou à l'isoler comme toute situation non gérable par la relation. Ça me paraissait une définition intéressante, et puis il y a un espace de travail, parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut gérer par la relation? Quelles sont nos limites, etc., etc. Et là, ce type de définition peut correspondre à tous les milieux. Absolument. Il y a une question ici. Merci pour cette présentation. Donc moi, je m'occupe de politique régionale et en l'occurrence, je porte la politique régionale de moindre recours à l'isolement et la contention dans notre région où on a 67 établissements. Je m'étais fortement inspirée de ce modèle pour arriver à construire ma politique et je constate que ça fonctionne. Puisqu'on a 23 établissements sectorisés, il y en a à peu près 8 sur 10 qui ont très fortement baissé les mesures d'isolement et de contention dans la région. Mais c'est pas pour autant que c'est du moindre recours. Du moins pas à mon sens de statistique. Quand on est à des médianes d'isolement qui sont encore à 24 heures, des médianes de contention, de durée de contention qui sont à 18 heures, on peut pas dire que c'est du dernier recours ni que c'est pour la durée la plus limitée possible. Quoi qu'il en soit, même s'il y a cette dynamique qui est positive, je constate que certains établissements qui avaient baissé les mesures et qui avaient été accompagnés ont une fâcheuse tendance à avoir ces mesures qui réapparaissent après la crise Covid et qui n'arrivent plus à les rebaisser. Oui. Donc je me posais la question de est-ce que vous avez des études sur qu'est-ce qui fait qu'éventuellement ces changements de pratiques se pérennisent dans le temps ou au fur et à mesure ça s'effiloche? Là, vous touchez au point faible de la recherche, honnêtement, parce que il y a quelque chose de quand on fait un projet de recherche, on arrive avec une proposition d'intervention et il y a toute la question de quand le chercheur se retire ou si c'est une initiative d'un cadre, si le cadre change d'emploi, est-ce que tout ça tombe à l'eau? Donc c'est là que le leadership fait une énorme différence. Et s'il n'y a pas de politique qui vienne rappeler au nouveau cadre, attention, n'oubliez pas, là, vous devez faire un suivi là-dessus. Je pense que les politiques vont faire un énorme travail pour remettre en perspective ça, mais la pérennité des interventions, c'est vraiment une chose qu'on se questionne. Puis je pense qu'il y a quelque chose de, est-ce que pour assurer la pérennité, on peut refléter aussi, est-ce qu'il y a une augmentation des agressions depuis qu'on a réduit? Donc, continuer, donc c'est de ramener beaucoup les bons coups aussi. On a souvent tendance à aller du côté négatif. À aller, ces pratiques-là doivent être changées, mais vraiment, on prend pas toujours le temps de ramener les bons coups des équipes en termes de moindre recours. Je pense que ça serait peut-être une piste. Donc, les politiques, assurément. Donc, je pense que vous êtes vraiment à un poste clé. Mais c'est comme s'il y avait un travail à recommencer à chaque fois qu'il y a un nouveau cadre, chaque fois qu'il y a des changements importants à l'équipe. Donc, à chaque fois qu'il y a des changements importants peu importe à chaque niveau du système, donc il y a le travail qui est un peu à refaire, comme c'est tellement multisystémique comme problématique. Donc, je suis un peu désolée de la réponse, mais... Je profite d'avoir le microphone devant moi. Petite remarque, je me questionne par rapport à ce qui est advenu d'un isolement un peu moins binaire, parce que j'ai l'impression que ce que tu opérationnalises dans la recherche, c'est évidemment ce que tu trouves sur le terrain, c'est un isolement, on peut dire oui, il y a isolement, ou non, il n'y a pas d'isolement. Pourtant, dans l'histoire de la psychiatrie, je pense ici au mouvement Soteria de Loren Mosher en Californie, qui était aussi reproduit en Suisse par Luc Ciampi, il y avait l'idée de s'isoler avec les patients.
Hein, c'était un isolement à deux, en fait. On s'isolait avec les patients du reste de l'unité, du reste de l'hôpital. Est-ce que tu as observé ce type d'isolement dans la psychiatrie d'aujourd'hui ou qu'est-ce que tu en fais dans ta systématique, quelque part? Mais honnêtement, c'est pas un problème qui se pose à moi parce que là, je pense que c'est culturel. Au Québec, ça serait pas imaginable. Okay. Donc, d'être seul, de s'isoler avec le patient. Puis je me souviens justement, et là, de là l'importance de sortir de chez soi et de s'exposer à d'autres pratiques. J'avais été tellement impressionnée quand j'avais entendu que ça existait. Puis ça m'avait vraiment fait poser plein de questions. Mais du côté recherche et du côté de la problématique au Québec, donc la personne est isolée, donc elle est réévaluée aux 15 minutes et aussitôt par contre que ça n'a plus lieu d'être, donc un isolement pourrait durer 30 minutes. Donc ça peut arriver, la même chose pour la contention. Mais non, c'est pas une pratique qu'on a. On remercie encore. Ah, pardon, il y a encore. On va peut-être prendre une petite question, si elle est petite. Est-ce qu'on peut avoir les micros pour madame? Merci beaucoup. Bonjour et merci pour votre présentation. Marie-Ange Courtois, je suis formatrice auprès d'étudiants infirmiers et je suis très intéressée par tout l'apprentissage qu'il doit y avoir et notamment tout ce qui est changement de culture. Et je faisais le lien avec en France, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, la contention et tout ce qui touche à la contention auprès des personnes âgées en milieu de vie. Donc on n'est plus vraiment dans la psychiatrie, alors excusez-moi, hein, mais en même temps, il me semble que quand même il y a une proximité de pensée. Et je me dis, est-ce que dans votre pays, les choses sont un petit peu différentes, puisque nous en France, on s'appuie sur la loi qui a été passée par rapport à la psychiatrie, mais qui a du mal quand même à rentrer dans les lieux de vie, notamment des personnes âgées, et où on entend comme raison, et c'est pour ça les mythes, je trouve ça très intéressant, mais c'est pour sa sécurité. Ouais, c'est ça. Pour sa sécurité, pas pour la mienne, mais pour sa sécurité. Et du coup, comment arriver à lutter contre ça, et est-ce que votre recherche peut être utilisée aussi dans ces milieux-là? Merci. Un peu longue à ma question, désolée. Donc, les écrits étaient vraiment spécifiques à la santé mentale. Par contre, il y a plein de choses qui sont transférables. Puis, c'est de penser, de le penser autrement. Est-ce que, vous avez sans doute déjà entendu, mais est-ce que la personne est dangereuse? Est-ce que c'est de la dangerosité ou de la dérangerosité? Donc, est-ce que, donc la personne, j'ai souvent entendu, la personne se lève la nuit, elle déambule, c'est dangereux pour les autres patients. Légalement, ce n'est pas une raison. Est-ce que c'est vraiment dangereux? Comment qualifies-tu ici le mot dangereux? Donc, il y a plein de... Dans cet esprit-là, je pense qu'on peut le reprendre. Puis, il y a beaucoup de travail aussi sur tout ce qui est l'environnement physique. Des environnements physiques qui sont plus proches de la maison. On voit qu'il y a une diminution des mesures de contrôle. Merci. Merci Marie-Hélène.